Et nous allons passer à la dernière intervention de ce chapitre, après avoir entendu les interventions sur la place du psychiatre et des soignants et celle du proche. Je vais maintenant passer la parole à Madame Annie Labbé pour traiter un autre sujet essentiel, la place des associations dans le rétablissement du patient. Madame Annie Labbé a été présidente de notre association pendant de très nombreuses années, depuis son début en 2001. Actuellement, elle assure la fonction de notre autre vice-présidente. Madame Annie Labbé, vous avez la parole. Merci, Monsieur Bernard Pubacé. Oui, alors je vais demander à Antoine de passer les slides. Voilà. Je le remercie beaucoup pour son accompagnement. Et avant que de commencer par la première slide, je voulais juste j'ai dit un petit quelque chose en hors d'œuvre, on va dire, qui est ceci. Ce sont les associations d'usagers de la psychiatrie et certains professionnels qui ont défini le rétablissement comme un nouvel objectif à atteindre pour les patients souffrant de troubles psychiatriques. Il ne s'agit pas seulement de viser la guérison, qui n'est pas une notion adéquate s'agissant de maladies jugées parfois incurables, mais de permettre aux patients de mener une vie épanouie malgré son trouble, son handicap. Dès lors, les associations de santé ont œuvré dans différentes directions pour favoriser le rétablissement des patients. Alors, nous allons attaquer la première slide. Merci. Alors, comme on l'a vu tout au long de cette journée, il y a plusieurs aspects à considérer dans le rétablissement. Et tout d'abord, par l'approche médicale et le diagnostic. Comme nous l'a si bien présenté le docteur Raoul Balzo ce matin, et sur lequel je voudrais rajouter une petite chose, c'est que souvent le patient, au début de ces troubles, peut être plutôt atteint de dépression et court très vite chez le médecin généraliste pour lui dire « j'en peux plus, faites quelque chose, donnez-moi quelque chose, ça passe tout de suite ». Il ne laisse apparaître que de la dépression et au cours du temps, il n'est soigné que pour la dépression et non pas pour un autre trouble. Et bien évidemment, ce patient oublie souvent de dire au médecin que dans le cours de la semaine ou du mois, il a eu quand même des moments très heureux, ce qu'on peut appeler, nous, de l'hypomanie, des moments où finalement, il n'est pas toujours au fond du trou. Et je pense que pour éviter cette errance de diagnostic, il serait bien, dans la mesure du possible, et si le patient l'accepte, que les proches puissent accompagner leurs patients pour expliquer un petit peu comment la personne vit dans le quotidien. Et je pense que là, on éviterait un mauvais diagnostic. Ensuite, la démarche personnelle du patient. La démarche, c'est une prise de conscience du trouble. Hein. Donc, la prise de conscience du trouble, c'est quand même très, très dur. Hein. Il faut accepter. L'acceptation n'est pas rapide. Et comment il faut s'adapter, adapter son mode de vie. La fameuse hygiène de vie, ne te couche pas trop tard, ne t'excite pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, pense à ton hygiène de vie et puis prends bien tes traitements surtout. Eh bien, tout ça, c'est bien, c'est beau, ce sont des phrases, ce sont des paroles, mais voilà, c'est pas facile à vivre. Alors, en parallèle à ça, il y a le soutien des proches, des pauvres proches qui sont fort dépourvus et, je dirais, impuissants face à ce trouble, ne reconnaissant pas d'un jour à un autre la personne qui l'accompagne, qui peut passer par des hauts et des bas, qui le perturbent, comme on peut le savoir. Et le proche peut perdre pied et ne sait pas forcément comment gérer la situation. Je veux bien l'autre slide, merci. Sur ce dernier point,
non, une fois que les étapes sont franchies, il reste bien évidemment beaucoup d'efforts à faire et beaucoup d'obstacles pour que le rétablissement psychique individuel puisse déboucher sur un épanouissement légitime sur le plan citoyen, professionnel, social, culturel. On sait à quel point il est difficile pour un patient souffrant de ces troubles de garder son travail, d'avoir des amis, de se faire comprendre, de se faire aimer avec ces hauts et ces bas qui font que la personne est complètement différente d'un moment à un autre, d'un jour à un autre ou d'un mois à un autre. C'est sur ce dernier point, le patient et ses proches seuls, démunis de toute capacité d'action et de toute représentation, se sentent impuissants, comme je vous l'ai dit juste au-dessus tout à l'heure. Je veux bien l'autre slide, merci. Mais là, c'est bon, hein, en vert et en bleu, l'union fait la force. Donc, proches et patients, travaillant tous deux, enfin, ensemble ou par l'éducation thérapeutique ou par, on le dit, l'éducation thérapeutique autant valable pour les proches que pour les patients, et quelquefois, proches et patients unis. Je le pratique dans ma région et ça marche très bien. Alors, la loi, on est en plein dedans, hein, 4 mars 2002, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé, la fameuse loi Kouchner, pose des droits fondamentaux pour les patients. L'accès direct à leur dossier médical. Et là, on peut s'apercevoir que cet accès direct n'est pas connu par le patient, qui a du mal à même savoir s'il a le droit, s'il peut le faire, si c'est légal, quoi, hein, tout simplement, alors qu'évidemment que c'est obligatoire. Un consentement libre et éclairé, également, ça fait partie d'une bonne éthique, et le fait qu'aucun patient ne peut faire l'objet de discrimination. Ça se retrouve beaucoup, et surtout dans le monde du travail. Et je crois que là, évidemment, cette loi Kouchner est très, très utile pour que nous ne passions pas à côté de ces erreurs fondamentales qui peuvent nuire énormément aux patients, ainsi qu'à leurs proches d'ailleurs. Hein. Et puis l'indemnisation en cas de faute médicale. 20 ans après, cette loi reste le texte phare de l'histoire des droits de patients, des usagers et de leurs familles dans notre système de santé et tout particulièrement en santé mentale. La création d'associations de patients représentant des usagers de santé présente alors plusieurs avantages pour permettre ce plein épanouissement. En effet, la constitution d'une collectivité soudée par les mêmes souffrances, les mêmes parcours, les mêmes espoirs ne peuvent que nous rassurer. Et cela fait penser également à ce que l'on peut vivre. Pour moi, cette constitution, c'est une garantie évidente vers le rétablissement. Annie, votre micro, on ne vous entend plus. Pardon. Ah oui, c'est mauvaise manœuvre. La possibilité d'entraide mutuelle, la pérédance. Comme vous la connaissez, et puis tout à l'heure Jérôme nous en a parlé, il y a l'existence de cette pérédance, et puis également les groupes d'entraide mutuelle, des associations portées par et pour des usagers en santé mentale. Ils reposent sur le principe de pérédance. Les pérédants apportent un nouveau regard et des éclairages expérientiels sur les parcours de santé. L'accès est facilité à une information ciblée et à la qualité éprouvée. Nous en avons l'exemple à Argos par nos conférences qui ont lieu en toutes nos antennes et ainsi bien entendu que les groupes de parole qui, en cette période de pandémie, sont toujours d'actualité grâce à l'outil Zoom. Ces groupes de parole, ces conférences ou simplement le fait de côtoyer d'autres patients ont permis à beaucoup de prendre véritablement conscience de leur pathologie et de toutes ses implications
et ainsi pouvoir se prendre en charge globalement. Ensuite, en externe, la reconnaissance médiatique et sociétale de cette souffrance, souvent méconnue, est une valeur sûre. Alors, souvent défigurée par des clichés, vous avez tous entendu à un moment ou à un autre, mais ce sont des fous. Le mot fou, vraiment, pas péjorativement, mais vraiment le mot fou qui nous amène à être dans le besoin de lutter pour la déstigmatisation. Les nombreuses interventions médiatiques ainsi que notre présence auprès des commissions parlementaires où j'ai participé en mon mandat de présidente de l'association, ces interventions ont ouvert la connaissance et la reconnaissance de notre association par les instances publiques et ministérielles. La prise en compte par le corps médical des attentes réelles des patients en dehors du paternalisme ou du scientisme. Le radical changement de la prise en charge des autistes qui s'est effectué sous la pression des associations des parents d'enfants autistes ou, pour nous, en ce qui nous concerne directement, l'abandon du terme de psychose maniaco-dépressive au profit du trouble bipolaire, qui est quand même plus doux que psychose maniaco-dépressif. Des actions politiques pour faire adopter des textes de loi assurant la reconnaissance des patients psychiatriques. La suite, s'il vous plaît. Assurant la reconnaissance des patients psychiatriques en tant que citoyens à part entière. Entre autres, parler et savoir et connaître qu'il existe la charte du patient hospitalisé. Le respect et la dignité du patient. Il y a depuis quelque temps des réglementations récentes concernant les hospitalisations sous contrainte, avec implication des juges de liberté et des détentions, ainsi que la réglementation concernant les mises en chambre d'isolement ou la contention. Une meilleure prise en charge par la sécurité sociale du parcours de soins des patients psychiatriques. Par exemple, quelque chose qui m'a ravi le cœur, la très récente prise en charge des frais de psychothérapie, qui était un cheval de bataille d'Argos depuis de nombreuses années. Bien sûr, elle n'est pas encore très importante, mais elle a le pouvoir d'exister et je pense que ça aidera beaucoup de patients concernés par ce trouble psychiatrique. La collaboration en toute indépendance avec la recherche médicale. Ainsi, il est à noter qu'Argos 2001 a noué un partenariat fructueux avec la Fondation fondamentale sur la recherche en psychiatrie. La prise en compte des avis des patients à tous les niveaux de leur parcours médical, en incluant avec voix délibérative dans toutes les commissions et structures décisionnelles les concernant, et voir la slide suivante, s'il vous plaît. Et en voici une liste ésotérique et non exhaustive. La représentation des usagers a été mise en place plus tard que la loi Kouchner. Elle est mise en place depuis l'année 2005. Les patients sont les représentants des usagers, peuvent la prise en compte des avis des patients à tous les niveaux est prise en charge. Dans les commissions des usagers, les CDU, ce sont des instances qui existent dans tous les hôpitaux, qu'ils soient privés ou publics. Tous ces établissements ont une commission des usagers. Il en est de même pour les conseils de surveillance et conseils d'administration qui concernent plutôt des hôpitaux plus importants qui sont plus cossus que de petites cliniques. Les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, eh bien là, nous sommes dans un parcours très, très intéressant. Pour vous en donner l'information, c'est un organisme consultatif qui contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé.
C'est une instance majeure de démocratie en santé. Elle garantit la possibilité pour tous les acteurs de la santé de participer au processus de décision en matière de santé. Ils sont représentés, l'ensemble des professionnels de santé et du médico-social, et bien sûr les représentants des usagers. Les conseils territoriaux de santé, il en existe une instance par département. Elle a vocation à participer à la déclinaison du projet régional de santé et en particulier à l'organisation des parcours de santé en lien avec les professionnels du territoire. Là, c'est pareil, il y a plusieurs collèges et de nombreux membres dans chaque commission, conseil territorial de santé. Les comités de protection de la personne, là, c'est un point un petit peu différent. Il s'agit de comités où également les associations qui ont reçu l'agrément sont participatifs et ces comités ont notamment la mission de donner un avis motivé préalablement à toute recherche impliquant la personne humaine. Et quant à la commission départementale des soins psychiatriques, pour moi, pour nous qui sommes à Argos, qui sommes des personnes souffrant de troubles psychiatriques, cette commission est chargée du suivi de l'ensemble des admissions aux soins psychiatriques sans consentement et son territoire d'intervention. Elle est informée de toute décision d'admission sous contrainte en soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement ou sur décision du représentant de l'État. Elle reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. Elle examine la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement en tant que de besoin et obligatoirement celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée dans le cadre du péril imminent, celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'1 an. Elle peut saisir le représentant de l'État dans le département ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement. Cette commission visite tous les établissements de 1 à 2 fois par an et vérifie si, lors de ces visites, si les informations figurent bien sur un registre dit de loi, et puis s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées. Alors, l'association, la place de l'association dans ses représentations d'usagers de santé, Argos 2001 vient d'obtenir, le mois dernier, le renouvellement officiel d'agrément en tant qu'association de représentants d'usagers. Une formation préalable de ces représentations d'usagers est obligatoire et nécessaire, les deux. On ne peut pas arriver dans un établissement et puis évidemment représentant d'usagers sans avoir eu une formation pour savoir ce qui nous attend en tant que représentant d'usagers dans une ou l'autre de ces commissions. Notre association a un accord avec la Fédération France Asso Santé qui assure la formation de nos bénévoles, ceux qui veulent bien sûr s'y impliquer. Ensuite, à dire que Argos 2001 transmet la demande de ses bénévoles RU en fonction de leurs souhaits aux agences régionales de santé concernées. C'est-à-dire qu'il faut que nous, Argos, nous nommions les représentants d'usagers et que ça passe par l'agence régionale de santé qui donnera son accord. En tant que titulaires ou remplaçants dans leurs différentes commissions, ils peuvent y porter la voix de l'association et nous faire remonter les informations importantes qu'ils y apprennent. Et je puis vous dire qu'on y apprend beaucoup de choses et que nous y sommes très, très, très utiles. Pour terminer, ou pas encore, les autres avantages des associations de patients. L'association apporte une information plus ciblée et une aide beaucoup plus approfondie qui est complémentaire à celle du corps médical. Le fait de côtoyer d'autres patients ou proches lors des groupes de parole, des conférences ou autres activités associatives permettent à beaucoup de prendre véritablement conscience de leur pathologie et de toutes ses implications et ainsi pouvoir se prendre en charge globalement.
Je pense que ces échanges patients-proches, ce que nous avons vraiment aimé faire à Argos, c'est que les groupes de parole soient mixtes, de manière à ce que les proches soient avec des patients, mais que ces patients et les proches ne sont pas de la même famille. Ils entendent donc les souffrances des uns et des autres, et également sont amenés à mieux comprendre ce qu'un patient peut souffrir et à ce qu'un proche peut souffrir avec cette pathologie qui est quand même une pathologie bien grave. L'association permet des actions communes de poids pour défendre les droits bafoués d'un patient. Alors ça aussi, c'est très, très important parce que les droits sont souvent mal compris et bafoués, comme c'est indiqué. Et notre rôle, c'est quand même de pouvoir rétablir la situation afin qu'il n'y ait pas de déviante. Ainsi, tous ces leviers d'action permettent aux patients, non plus seulement individuellement, mais collectivement, d'être vraiment les propres acteurs de leur rétablissement. C'est être acteur de nos soins, être acteur dans notre parcours de soins, c'est être acteur de notre propre rétablissement. De plus, les patients, après une période de souffrance personnelle, en s'impliquant dans ces actions, lorsqu'ils sont sur le chemin du rétablissement, ont la grande satisfaction d'agir pour aider leurs pairs à progresser plus vite sur ce chemin. Et nous ne pouvons que l'espérer pour toutes et tous et d'un avenir et une qualité de vie comme tout un chacun. Donc, en conclusion, c'est la meilleure preuve d'un vrai rétablissement. Je vous remercie. Donc, merci encore une fois à Madame Annie Labbé. Il ne nous reste pas énormément de temps, mais je voudrais résumer une ou deux questions en une seule. En fait, pour vous, Madame, comment considérez-vous, quelle importance donnez-vous vous avez parlé de la prise en compte par le corps médical de l'association, ou des associations en général, et comment considérez-vous le rôle de l'association dans les décisions gouvernementales et dans les actions du corps médical? Quelle influence a-t-elle? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant ces longues années où j'ai été présidente de l'association, j'ai eu à me joindre à j'ai participé à beaucoup de commissions parlementaires. Et ces commissions parlementaires permettaient de faire connaître comment l'association. Elles ont ouvert la connaissance et la reconnaissance de notre association par les instances publiques et ministérielles. Et ça, je pense que c'était un temps très fort pour notre association, qui d'ailleurs nous a permis d'évoluer et qui permettent également la reconnaissance de ces troubles si dérangeants et si perturbants, qui sont maintenant pris en compte par toutes les instances publiques et ministérielles, comme je viens de le dire. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Madame Labbé. Merci, Madame la vice-présidente.